cette semaine dans la chronique Science parce que ça fait référence à une étude même sur les cerveaux. Je vais vous parler de l'étude qui s'appelle Why We Watch 2.0. Pourquoi nous regardons 2.0 qui a été produit par YouTube en Italie. Et vous allez voir, c'est fascinant. Vous allez voir que le comportement des gens avec différentes cohortes qu'ils ont utilisées pour être capables d'analyser comment les gens qui regardent YouTube et les autres médias se comportent et quelles sont les tendances. Je suis pas habitué dans mes pitons. Je suis pas habitué. Puis une chance, il fallait pas que je le laisse aller jusqu'à la fin parce que le stream est coupé. Hein? Le stream coupait directement. Fallait repartir. Là, je cherchais mon piton, il était où? Là, il va falloir que. Mais là, on vous dit, on est en rodage sur cette nouvelle façon de faire-là et carrément, on est en rodage. Donc, l'étude de YouTube, vraiment intéressante. On regarde ça ensemble. C'est une étude qui a été produite, qui a été rendue publique en décembre. C'est assez récent. Et ce qu'on apprend à l'intérieur de cette étude-là, c'est essentiellement que 58% des gens qui écoutent YouTube en Italie disent que le contenu qui est fait, bon, j'essaie de le traduire là, pendant que je vous parle, that content choice made by viewer collectively create a sense of ownership and belonging. Donc, quand le contenu touche les gens collectivement, quand les gens se sentent impliqués dans le contenu, investis, ils vont regarder. Et c'est dans 58% des cas que les gens disent que c'est important pour eux que ce soit comme ça au niveau du contenu. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un certain nombre de sondages auprès de la clientèle. Ce qu'ils ont regardé, c'est que quand le contenu est meaningful, donc quand le contenu est pertinent, fait du sens pour eux, c'est hyper important. Quand le contenu est engageant, donc les gens se sentent impliqués, se sentent être capables de dialoguer ou à tout le moins sont capables de faire le lien, c'est vraiment important pour eux. Même chose au niveau de la résonance émotionnelle, quand ça génère de l'émotion chez la personne, émotion positive, émotion... on a un super exemple. Tu as réussi, il y a quelques secondes. Oui, à créer de l'émotion potentiellement négative en plus. Ouais. Et quand c'est pertinent, quand le contenu est pertinent, donc le contenu ne fait pas juste du sens, mais apporte de la valeur à la personne, ce sont les 4 grands éléments qui font que le contenu sur YouTube est regardé et est vraiment utilisé. Donc, les téléspectateurs de 35 ans accordent de l'importance à la fiabilité et à une narration convaincante, tandis que les plus jeunes privilégient plus la créativité et la pertinence personnelle. Donc, on voit qu'il y a un écart, évidemment, entre les âges. On n'a pas la même consommation, la même façon de... Chez les jeunes, tu peux te planter devant une caméra puis dire skibidi pendant 2 heures, puis ça va être parfait, Patrice. Ça va être parfait, oui, c'est ça. Ce qui n'est pas le cas des 35 ans et plus. Ils vont dire, regarde, on va passer à autre chose. Donc, ça, c'est un des premiers constats qu'ils ont fait. Évidemment, vous allez voir ce constat-là pour YouTube. Pourquoi ils ont produit ça? C'est pour éventuellement dire aux annonceurs, regardez comment les gens se comportent. Donc, essayer de trouver des façons de produire de la publicité. Cibler, oui, de mieux cibler avec la publicité qui est mieux ajustée. Ceci étant dit, c'est bon aussi pour les créateurs de contenu comme nous ou comme d'autres à l'international. Autre évaluation qu'ils ont fait ou conclusion qu'ils ont tirée, les téléspectateurs attendent davantage. Donc, ils veulent des histoires qui captent leur attention, qui les font rire, qui se rapportent à leur vécu ou qui les émeuvent, donc qui se sentent impliqués émotionnellement au niveau du contenu. Donc, chez les 18-34 ans, les 5 critères importants sont d'un point de vue technique qu'au niveau visuel et audio, que ce soit clair, que ce soit bien filmé, que le son soit bien rendu. Ça, c'est vraiment important. Et les 4 autres sont plus au niveau émotionnel. Donc, le contenu est original ou créatif, donc qui sentent que c'est vraiment unique ou que ça se démarque des autres.
que ça attire leur attention, mais de façon continue à travers le contenu. Que ça touche les gens au niveau personnel, donc ça a un sens personnel pour la personne qui regarde le contenu. Et finalement, make me feel like my time was well spent. Donc, il ne faut pas que ça fasse perdre le temps à la personne. Il faut que la personne se dise « Hey, j'ai passé un bon moment, puis ça a été profitable. » Là, on va faire un engagement émotionnel avec Narcomed. Effectivement, Narcomed, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, si tu veux pogner, tu dois ajuster cela à ta cible publique. Donc, Patrice, si on veut pogner des très jeunes, il faut mettre des néons partout. Oui. C'est ça. Puis il faut que ce soit plus divertissant versus des plus vieux comme Narcomed qui réfléchissent. Il faut mettre plus de contenu pour être capable d'entamer le dialogue. Et il faut s'assurer que Narcomed ne dort pas, sinon on n'a pas d'échange avec lui. Il est en train de... Je visais une clientèle plus jeune. Plus jeune, c'est ça. Pour ce qui est des 5 qualités du côté des 35 ans et plus, ben, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut que, bon, évidemment, que ça ait une signification personnelle. Il faut que c'est vraiment que la personne sente que ça a une valeur pour elle, qui est vraiment le premier critère. Le deuxième, il faut qu'ils apprennent quelque chose. Donc, quand on augmente en âge, les gens se disent, ben, je ne veux pas juste regarder du contenu, je veux retirer quelque chose, puis je veux pouvoir être capable de faire un pas en avant avec. Troisièmement, ben, que ça c'est relié à ses intérêts, que ce soit pertinent pour ses intérêts, son centre d'intérêt ou ses centres d'intérêt. Capture son attention, donc qu'il soit capable capable de se concentrer ou à tout le moins de regarder le contenu tout le long. Et finalement, d'avoir de l'information qui est pas juste valable, mais qui est précise et que la personne peut compter dessus. Donc, trustworthy, donc qui est pertinente. De confiance. Confiance, oui, c'est ça. Donc, c'est un peu les conclusions qu'ils ont tirées de ce côté-là. Autre test qu'ils ont fait, ça, Patricia, c'est vraiment cool. Je vais vous l'expliquer là, parce que ça a l'air de rien. Là. Mais ils ont pris 2 cohortes, OK? Ils les ont séparés et à la première cohorte, ils ont dit, OK, vous autres, vous avez déjà des comptes YouTube. Puis ça, c'est la cohorte qui est en noir, qui s'appelle Contrôler. Ils ont dit, vous avez déjà YouTube, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez continuer à consommer votre contenu. Puis ils ont établi un certain nombre de créateurs, là, c'est un grand nombre, pour que ces gens-là puissent naviguer à l'intérieur de ce contenu-là. Et ils ont évalué à travers le temps comment était la satisfaction de ces gens-là par rapport à l'expérience de YouTube qui lui proposait des sujets, qui lui proposait des YouTubers ou du contenu. La deuxième cohorte, ils leur ont dit, OK, vous allez vous créer... Oui, vous ouvrez un compte. On part à zéro. Il n'y a pas d'algorithme, on ne te connaît pas. On ne te connaît pas et on va voir comment vous vous comportez dans le temps. Et là, ils se sont aperçus qu'au début, c'était beaucoup plus dur parce qu'au fur et à mesure qu'ils voulaient avancer, il fallait qu'ils fassent des recherches, qu'ils trouvent leur contenu. Puis là, ben, il y avait un contenu qui était comme ciblé, donc il fallait que tu essaies de trouver quelque chose qui était pertinent pour toi. Et ce qu'ils sont aperçus, c'est qu'après un certain temps, l'algorithme comprenait leurs préférences et leur proposait le bon contenu, comme tu as déjà dit dernièrement. Et plus que ça, rendu à la fin, la satisfaction était même plus élevée que ceux qui avaient déjà leur compte. Tout ça pour dire que... C'est probablement le fait que comme tu es reparti de zéro, tu n'as pas l'ancien algorithme tout croche qui t'a mal évalué au départ. C'est ma théorie. En partie, probablement que c'est ça, Patricia. Puis ce qui est fascinant dans ça, puis ce que YouTube veut lancer comme message, c'est regardez, là, on a beaucoup travaillé notre algorithme pour vous assurer de vous donner du contenu qui est pertinent. Pour ça, on est capable de cibler la bonne clientèle, les personnes qui ont des intérêts similaires, au lieu d'y aller tout azimut, un peu à la Facebook où je te pitch n'importe quoi, puis je vais voir si tu accroches sur quelque chose, puis si tu accroches, je vais te bombarder de ça pendant quelques jours, quelques semaines, puis après ça, on va passer à d'autres choses. Donc, c'est beaucoup plus engageant comme expérience. Et ce qui était quand même assez surprenant comme résultat. Ils se sont améliorés, mais depuis quelques semaines, depuis 2 semaines, on dirait qu'ils ont fait un léger backup. Je t'explique. Avant,
tu cliquais, mettons, moi, tu sais, j'aime la science, l'ingénierie, l'espace, ces choses-là. Fait que, tu sais, il me propose ces affaires-là. Puis là, je décide d'asseoir que j'écoute ma tante Janine qui me montre ses recettes. Mais avant, j'avais le malheur de cliquer sur ma tante Janine. J'étais 2 semaines à côté. Il me proposait des recettes de toutes sortes de patentes de tout le monde. Puis là, je voyais presque plus de science. Qui est quand même trop axé. Trop rapide, trop intense. Là, il s'était amélioré quand je t'avais dit il propose des documentaires, puis ça commence ces choses-là. Ça avait amélioré. Et là, évidemment, tu comprendras avec l'histoire des États-Unis, j'ai commencé à écouter un peu plus de gens qui me chroniquent sur Trump et ces affaires-là. Et là, on dirait qu'on est retombé un peu dans l'ancienne manie, c'est-à-dire où je vois beaucoup de contenu américain me faire proposer, puis pratiquement plus de contenu qui est très relevant pour moi, la science, l'histoire, ces choses-là. Donc, on dirait qu'ils sont encore en ajustement, mais je présume que ça va s'arranger. Oui. Tu nous tiendras au courant de ce côté-là. Donc, ils ont fait par la suite une étude pas mal intéressante sur le cerveau des gens et des cohortes. Et pour les jeunes adultes de 18 à 34 ans, ils ont évalué comment le cerveau réagissait quand ils regardaient du contenu. Et vous voyez ici, d'un côté en rose, le losange, le type de losange, là. C'est du YouTube Self-Selected, donc la personne... Les choix que la personne elle a fait elle-même. Elle-même. Versus YouTube Related Creator, donc en rouge, c'est comment la personne réagissait quand c'est YouTube qui lui proposait du contenu qui était adapté à ses intérêts selon l'algorithme. Et ils sont aperçus que l'algorithme allait plus loin d'un point de vue l'impact émotionnel, au niveau de la mémoire globale de la personne sur le contenu, au niveau du détail de la mémoire, de détail du contenu. Et la pertinence était pas mal la même dans les deux cas. Donc, au bout du compte, ce qu'ils disent, c'est que les émotions qui étaient générées chez la personne, selon les études qu'ils ont faites avec la cohorte, c'était des émotions de bonheur qui étaient générées, de l'inspiration, de la relaxation. Donc, les gens sortaient de là comme relax parce qu'ils avaient consommé du contenu qui était pertinent et le sentiment d'être informés. Donc, ils avaient une satisfaction à avoir vécu ce moment-là d'aller dans du contenu. Et ça me rappelle, moi aussi, des fois, j'écoute du contenu puis je me dis, après avoir écouté, par exemple, une vidéo quelconque sur un sujet quelconque, des fois, je me dis, waouh, là, j'ai-tu perdu mon temps? Ou, puis il y en a d'autres que j'écoute, puis là, ça déclenche, comme on a dit dans une autre émission. Une recherche ou... toute la nostalgie, puis donc, parce que là, par exemple, j'écoutais une vidéo sur les comics, puis des vieux comics, des histoires de vieux comics, de comment ils ont trouvé, puis là, c'est comme ça me ramène dans mon enfance ou dans une partie de ma vie où c'est vraiment cool, ça, ce qu'il fait. Est-ce que YouTube est en train de devenir l'antithèse de TikTok? C'est-à-dire TikTok étant le contenu abrutissant à tout prix et YouTube a décidé de faire le pari inverse, de dire on va vous amener plus loin dans votre croissance personnelle ou dans votre futur, mettons. Effectivement, je pense que c'est le pari qu'ils font parce que je pense qu'ils croient que la relation va être à plus long terme avec les annonceurs, avec les revenus. Parce que dans l'étude... fidélisation peut-être, exact. Mais oui, puis ce que je n'ai pas montré, c'est que un des résultats de l'étude, c'est que les gens disent moi, je n'ai pas de problème à regarder l'annonce en sachant que le créateur va être rémunéré à la fin. Donc, je vais prendre le temps de regarder l'annonce. Je ne vais pas la skipper parce que je juge que le créateur va me faire... mérite ce revenu-là. Exact. Ouais. Hey, puis, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, Patrice, quand on a commencé l'année passée, tu me disais que YouTube, tu n'étais pas tant dessus, tu ne suivais pas tant. Est-ce que tu es en train d'augmenter ton niveau de contenu puis d'heures tranquillement, pas vite sur YouTube? On dirait je dirais que 2 à 3 fois par semaine, je peux ouvrir YouTube, aller faire le tour. J'ai quelques abonnements. Puis des fois, je vais complètement à côté. Je vais voir dans ce qui m'est proposé, qu'est-ce qui est pertinent pour moi.
Bon, évidemment, je suis un fan d'Oak Island, donc j'ai une émission toutes les semaines, les mercredis soirs sur Oak Island, qui fait le résumé de l'émission de la veille avec des invités. Donc, ça, je regarde ça, mais non, je suis vraiment surpris de la qualité du contenu. Puis je pense que beaucoup de personnes avaient des préjugés sur ce qui se faisait dans les années 2015, 2018. Mais ça a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Puis c'est sûr qu'il y a encore de la scrap. Là, tu vas tomber des Ah fois. oui, il y a du contenu vide, ça existe. Là. Oh, ouais, ou tu Tu peux en cherches trouver. tu cherches comment faire telle chose avec une Switch ou avec un ordinateur, peu importe. Là, tu pognes sur la vidéo de l'Indien qui a un accent incroyable, là, puis il te montre comment. Puis là, t'es là, tabarouette, je vais pas écouter ça. Là. Après 10 secondes, on va en trouver un autre. Là. Même s'il m'amène à la bonne Oui. place, je suis pas capable. Là, Oui, non, c'est ça. Tu n'es juste pas capable de la barrière de langue. Là. Oh, ouais, c'est ça. Donc, ça, c'était l'étude qui a été faite du côté du cerveau. Au niveau de la qualité des vidéos et du service, ce qu'ils disent, c'est que, bon, les psychologues ont compris depuis longtemps que si nous ressentons une émotion positive dans une publicité, dans du contenu, dans un film, nous sommes susceptibles de créer une association positive dans notre mémoire, que ce soit avec une personne, une marque ou un élément de contenu. Ben oui. Tu te rappelles Et- quand je t'avais parlé du Ouais. cerveau puis de comment fonctionnait? C'est exactement ça. Là. Et là, ben, avec les cohortes qu'ils avaient, ils ont fait le sondage et ils sont aperçus que bon, le SVOD, c'est le vidéo on demand. Donc, quand tu regardes une vidéo sur demande, probablement c'est des Netflix de ce monde, ben, le niveau de satisfaction est de 80%. YouTube est à 79%, qui est très, très bon. Et par la suite, ben, le broadcast, c'est la télévision généraliste que l'on connaît là, sur les Ouais, on se différentes. fait servir à heure précise qu'on veut. Là. Exactement. Donc là, on descend dans le 71% au niveau de la satisfaction. Finalement, les médias sociaux, ben, on ferme la route. Malgré que les diffuseurs et les médias sociaux ont augmenté, il y en demeure pas moins qui sont vraiment une coche en dessous. Donc, d'un point de vue marketing, c'est sûr qu'une marque, une compagnie qui veut investir va probablement aller plus vers une certaine qualité de contenu. Il va peut-être même développer des stratégies spécifiques à ça en fonction de. Fait que la question que je me pose, Patrice, c'est comme on a vu dans les dernières années après la pandémie, tout ça, l'espèce de fond de baril des médias sociaux, là, Ouais. de la désinformation, de la consommation en outrance de contenu vide qui ne valent rien, qui n'ont aucune valeur ajoutée. Est-ce qu'on est en train d'assister à un début de prise de conscience de hey, on peut faire d'autres choses, on peut aller chercher les choses différemment? Puis est-ce que cette prise de conscience-là, elle est morale dans le sens que oui, on veut bien faire, ou c'est les annonceurs qui se rendent compte qu'on a atteint le fond du baril puis qui commencent à avoir l'effet négatif commence à être plus fort et repousse les gens, un peu comme on voit que Twitter, ces choses-là, puis comme ça commence à apparaître dans leur portefeuille, eh ben, peut-être qu'on va devoir changer de stratégie pour retenir les gens. Ouais, ben, c'est sûr que la publicité abrutissante qu'on peut avoir des fois à la télévision, à la radio, ça ne plaît pas à tout le monde. Des fois, même moi, je décide de changer de poche parce que je suis plus capable. Là. C'est trop. Là, il y a trop de segments de pub qui fait que tu n'écoutes pas le contenu. Tu es tout le temps en mode un peu de contenu de la pub, un peu de contenu de la pub. Donc, j'imagine que ça doit affecter les gens. Ceci étant dit, il y a vraiment un clivage entre les plus jeunes et les plus vieux. Ouais. Les plus vieux ont gardé leurs habitudes, vont continuer à écouter la télévision avec leurs séries, puis ils vont être assidus de ce côté-là, versus les plus jeunes ont complètement décroché, même au niveau des médias numériques, des nouvelles, des actualités. Donc, eux vont peut-être être plus portés à dire je veux du contenu interactif où je sens que je suis informé, mais que je suis aussi pris en compte. Je ne suis pas juste un auditeur devant un écran qui reste passif. Là. Donc, il y a toute cette dynamique-là. Est-ce que c'est positif? Jusqu'à un certain point, oui, mais il faut faire attention parce que de là peut venir de la désinformation, le manque de professionnalisme des gens qui créent du contenu peut aussi créer des enjeux sur la pertinence de l'information. Donc, il faut faire attention. On essaie de là, faire des efforts de notre côté.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on ne détient pas la vérité absolue. Dans beaucoup des cas, on donne une opinion ou on sélectionne les nouvelles qu'on pense qui sont pertinentes, mais on les présente telles qu'on les a lues. On n'a pas fait de recherche exhaustive. Puis le but, c'est Non. plus de partager avec un peu de divertissement et surtout de vous rendre compte que au bout de la ligne, ben, vous êtes sorti avec un peu de contenu, puis vous pouvez l'utiliser peut-être dans votre quotidien ou éventuellement. Mhm. Donc, c'était l'étude Intéressant. de YouTube qui était très, très intéressante et j'espère que vous avez apprécié.